respecter. C'est maintenant 10h15. Je vous en prie, prenez place. Donc, messieurs les élus en charge et honoraires, madame, messieurs les rabbins, monsieur le grand rabbin de France, chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous souhaiter au nom de l'ensemble de la faculté Montpellier-Nîmes la bienvenue dans ces lieux, dans ce théâtre de l'Anatomicum, qui pour la première fois d'ailleurs n'a rien à faire de l'Anatomicum, mais c'est un peu l'image de vie, dans ces lieux universitaires avec ce siège d'un rite païen provenant des arènes de Nîmes par ailleurs. Bienvenue pour l'organisation de ce colloque. Merci pour ton organisation. À l'occasion des 800 ans de l'Université de médecine de Montpellier, dont nous avons célébré le 17 août 2020 la publication des statuts de cette université, première université de notre territoire, université médicale médiévale, bien sûr après la fondation de l'école de Salerne au IXe siècle, elle-même créée par un latin, un grec, un arabe et un juif, quelques auteurs. Elle aussi, l'école de Salerne, de tradition hippocratique, plaçant l'homme au centre des réflexions, de la réflexion médicale, la réflexion de l'homme et son environnement. Je crois que le professeur Sultan viendra nous dire quelques mots sur ce sujet qu'il a tant développé. Mais l'école de Salerne fut fermée en 1811 par Napoléon, en tous les cas, par Murat, alors roi de Naples. Ce qui nous permet de vous accueillir dans la plus ancienne école de médecine en exercice du monde occidental. Je me retourne vers le professeur Champ, vers le professeur là-bas, et probablement du monde. C'est donc la célébration d'une université de médecine de Montpellier. Donc c'est la célébration d'une création d'abord d'une université. Université, lieu de construction des savoirs, lieu de validation des savoirs dans ces temps de défiance des connaissances scientifiques, où les événements récents nous apprennent l'importance d'avoir une validation scientifique, la rigueur qui s'y attache pour éviter les errements, l'importance dans la diffusion des savoirs, les pôles d'enseignement et de recherche. L'université, c'est une communauté, et c'est une communauté en interaction avec un territoire, avec, pour prendre les mots du XXIe siècle, avec une ville, pour reprendre les origines. Et cette interface, cette interaction entre deux écosystèmes qui permet le développement. Université de médecine de Montpellier. Pourquoi? Alors d'autres le diront bien mieux que moi, en particulier le professeur Pénala Bertrand, mais simplement parce qu'il y a un terreau fertile. Il y a un terreau fertile parce qu'il y a déjà une activité médicale et une activité d'enseignement. Terreau fertile parce qu'il y a, comme souvent, pour faire avancer, la volonté politique. Cette volonté politique vient du Guilin VIII, seigneur de Montpellier, en 1180, qui mentionne un enseignement officiel médical. Ce sont des statuts dont je vous ai cité, de 1220, précisant le fonctionnement de l'université médicale par le cardinal Conrad Dupas, légat du pape Honorius III. Très bien, tout ceci explique la médecine, mais pourquoi à Montpellier? Pourquoi à Montpellier, là aussi, on retrouve peut-être
un contexte politique. Contexte politique avec les cathares, la problématique des cathares, la pauvreté au plus proche de notre territoire, les inquiétudes. Et quelque part, il y a le levier médical, ce savoir, une possibilité aussi de manager, comme on dit actuellement, ou en tous les cas, de faire évoluer une situation éventuellement problématique. Contexte politique, contexte culturel. Contexte culturel, et ce dernier vous sera rappelé largement, mais on assiste en particulier vers 1140 à de grandes migrations de populations juives venant du sud de l'Espagne, avec un apport culturel qui a permis de compléter un creuset médical, une volonté politique, de l'apport d'une nouvelle culture et surtout de la possibilité d'avoir la traduction des meilleurs auteurs médicaux grecs. Or, comme les latins étaient de Rome et des gens lettrés, la traduction écrite de ces ouvrages grecs n'avait pas été assurée. Par contre, celle en langue arabe l'avait été. Et donc, c'est la traduction d'ouvrages grecs retranscrits en langue arabe, avec le savoir provenant de la communauté chrétienne, suivi du savoir des médecins juifs, suivi de la traduction des livres et des ouvrages de médecins célèbres musulmans, Avicenne, Averroès. Alors bien sûr, le professeur Thierry Labarre-Delpont n'établira bien mieux ces éléments, mais que de messages sur la réflexion sur le savoir, sur sa construction, sur sa critique, sur sa diffusion, sur le travail mélangeant les cultures, les savoirs, les compétences, la tolérance. C'est le début de cette aventure des 800 ans, avec une succession de médecins, avec de nombreux médecins juifs, dont la plaque commémorative rappelle les noms. Le rôle est fondamental dans le développement de cette école de santé, mais là aussi d'autres personnes le raconteront bien mieux que moi. Ceci étant dans le passé, le présent et le futur. Donc merci une fois de plus aux organisateurs, Dr Laurent, ses équipes. C'est un travail de longue haleine. Je crois que les premiers contacts remontent à 2 ans. La crise du Covid a donné quelques petits soucis, mais bien mineurs quand même à l'échelle du temps. Qu'est-ce que c'est que 12 mois? Juste pour rappeler que la présence du président de la République n'avait pas pu avoir lieu. En 1920, simplement parce qu'il y avait la grippe espagnole. Vous voyez que l'histoire est un éternel recommencement. Merci à vos équipes de cet investissement. Merci à l'ensemble des personnels de la faculté présents. Merci au comité d'organisation des 800 ans, Thierry, Gérald et bien d'autres, pour le travail fait. Et puis merci à tous, très sincèrement, pour votre présence dans ce jour particulier. Merci à vous, monsieur le grand rabbin de France, de votre présence. Vous nous faites l'honneur, en particulier, d'animer cet après-midi avec le professeur Jonquet un débat sur la bioéthique, avec probablement des échanges qui seront d'une très haute teneur. Donc je stoppe là, bon colloque à tous, et puis rendez-vous pour les 900 ans, puisque la médecine progresse chaque jour. Tous les espoirs sont permis. Merci à vous.
été, dans sa première expression, une université de médecine, on va y revenir, mais aussi une université de médecine complètement insérée dans le contexte méditerranéen, la culture, la civilisation, la religion ont pris une place absolument fondamentale. En tant que vice-président chargé du patrimoine historique, évidemment, je ne peux qu'aller dans cette direction. Il a été dit un certain nombre de choses. Nous avons fêté donc, hélas, dans des conditions difficiles, le 17 août 1220, c'est-à-dire la donation des statuts de l'Universitas Medicorum Montis Pesulani, la collectivité, la reconnaissance officielle de la collectivité médicale montpelliéraine. Et dans un sens sémantique qui reflète toute l'autorité de l'époque. C'est-à-dire, c'est la création des premières universités. Mais qu'est-ce qu'une université? C'est d'abord un groupement de maîtres et d'étudiants qui se voient reconnus par l'autorité, en l'occurrence celle qui est universelle à l'époque, l'autorité de l'Église, qui se voit donc reconnu un statut officiel, un monopole d'enseignement, un monopole de délivrance des diplômes. Et c'est à Montpellier que la médecine, pour la première fois, acquiert au Moyen-Âge ce statut universitaire. Alors on a parlé des écoles de salaire, bien sûr, mais qu'étaient les écoles, et notamment les écoles de médecine, avant cette fondation? C'était des juxtapositions de maîtres qui avaient leurs élèves, qui avaient leurs malades, qui d'ailleurs souvent échangeaient, pour ne pas dire se piquaient, si j'ose dire, les uns et les autres. Et émerge finalement, et c'est ça qui est assez extraordinaire à Montpellier ce jour-là, émerge une convergence, une cristallisation de plusieurs choses. D'abord, l'Église comprend, participe à ce mouvement universitaire, on le récupère si l'on peut, mais il comprend toute la fécondité qu'il peut y avoir dans ce mouvement universitaire et change son regard sur la médecine. Jusque-là, pour elle, la médecine est un art mécanique, un art qui s'occupe du corps, c'est-à-dire finalement quelque chose de moins noble que ce qui peut s'occuper de l'âme. Et finalement, l'hérésie cathare, qui promeut l'esprit et qui dévalue la chair, fait réfléchir l'Église à ce qui le sépare de ce catharisme, c'est-à-dire vraiment la noblesse de la matière et la noblesse du corps, reprenant finalement le début de la Genèse. Il dit que cela était bon. Et par conséquent, à ses yeux, on commence à comprendre que la médecine a sa place dans ce mouvement universitaire. Et c'est le sens profond de ces statuts qui font de Montpellier la première université de médecine au monde. On a beaucoup réfléchi là-dessus avec Gérald quand on a commencé à préparer le 8e centenaire, et ça n'est pas dans la collectivité scientifique des historiens, il a fallu faire cristalliser beaucoup de choses, mais on est arrivé à un consensus en ce sens-là. Donc, Montpellier, oui, peut être considéré comme la plus ancienne université de médecine. Salers, bien sûr, était plus ancienne. Salers acquérera ce statut universitaire un peu plus tard, au milieu du XIIIe siècle. Mais cette création de 1220, c'est bien sûr un commencement qui va lancer une histoire qui ne s'est pas arrêtée depuis 800 ans, mais ça n'est pas une création ex nihilo. On a parlé tout à l'heure de la fondation hellénitique, puisqu'il n'y a pas eu de reconnaissance officielle initiale de Salers, et cette légende de la fondation par les 4 vieillards, mais cette légende qui exprime une vérité profonde, qui est que la médecine qui naît autour de la Méditerranée, qui est moderne, si on peut dire, qui naît autour de la Méditerranée, est une convergence de culture, une convergence de tradition, une convergence aussi de traduction, dans laquelle la place de la communauté juive est essentielle, non seulement à Salers, mais aussi à Montpellier. On a dit Montpellier qui a 8, l'édit de Guilhem. L'édit de Guilhem, c'est finalement de dire venez à Montpellier, venez vous tous apprendre
et enseigné et pratiqué la médecine à Montpellier. Et parmi cette collectivité qui est présente là, évidemment, et ce sera largement souligné dans la journée, la communauté juive a une place éminente. Éminente dans sa tradition propre, éminente dans la circulation de l'information culturelle, dans le travail de traduction, dans la participation aussi aux soins et à l'enseignement dans le milieu montpellier. Autrement dit, ce colloque organisé sur médecine et judaïsme avait une place évidente au sein de la célébration des 800 ans de l'Université de médecine de Montpellier qui, par la suite, du fait de vicissitudes de l'histoire et de l'évolution des concepts universitaires, est maintenant une composante pleinement reconnue de l'Université de Montpellier qui reprend ce flambeau. Et une chose sur laquelle nous avons toujours beaucoup insisté, c'est qu'il ne s'agit pas de faire une célébration close de 800 ans. Il s'agit de se projeter dans l'avenir, et le colloque hier sur l'histoire contemporaine de la faculté l'a magnifiquement démontré, c'est que, bien sûr, nous avons aujourd'hui tous les outils pour, dans 900 ans, ne pas être pour les 900 ans, pour les 900 ans, mais dans 900 ans aussi d'ailleurs, d'être dans la commémoration de quelque chose de clos, de fini, mais de quelque chose de vivant. Mais que cette vie, et on l'a bien souligné hier, elle puise ses racines dans toute une dynamique, et toute une dynamique qui est centrée sur l'homme, sur l'hypophage, sur l'homme dans son milieu, l'homme dans sa nature. Et ce qui a été créé le 17 août 1220, c'est justement une communauté médicale qui a une vision très transversale de l'homme, et je pense que les débats sur l'éthique, notamment le redémontrent largement au cours de cette journée, que cette dynamique, cette vision de l'homme dans sa transversalité a été finalement permise par le fait qu'on ait créé ce jour-là une université de médecine et non pas consacrer la présence au sein de l'université pluridisciplinaire de médecins. Donc voilà quelques réflexions historiques que l'on peut lancer donc, au début de cette journée. Et je voudrais moi aussi m'associer aux remerciements qui ont été faits au docteur Fabrice Morin et à l'ensemble des organisateurs d'avoir voulu obstinément, et malgré toutes les difficultés que l'on connaît, que ce colloque finalement a lieu, et qu'il y ait finalement cette réflexion à la fois historique et éthique, parce que l'histoire et l'éthique sont le terreau à partir duquel l'avenir sain, comme tous les scientifiques, pourra se faire. Donc, tous mes remerciements encore aux organisateurs, en souhaitant, donc, en les remerciant aussi pour leur demander de participer ou présider à cette séance en reconnaissance un peu justement de cette place éminente du patrimoine historique, dans ce qu'a été le district toujours Montpellier. Et je cède donc la parole au docteur Fabrice Morin pour son intervention. Mesdames et messieurs les présidents d'association, parce qu'il y en a beaucoup, chers collègues, chers confrères, chers consoeurs et chers étudiants, chers amis. Alors enfin, nous y voilà, nous sommes effectivement 2 ans après quelques épisodes, donc enfin on peut inaugurer cette saison 2 en effet. Ma femme me dit qu'il faut que je mette mon masque. Donc, je veux d'abord remercier M. le doyen Michel
Thierry Laval-Bertrand et le professeur Gérald Chanck et la faculté de médecine qui nous ont soutenus dans ce projet, parce qu'effectivement l'idée était à l'origine venue de notre petit cerveau, mais ils ont été tout à fait d'accord et ils nous ont soutenus dans la construction de ce colloque. Et ça, c'est très important de le dire. Et dès les premiers contacts, ça a été vraiment une coparticipation et de A à Z jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les intervenants. Alors, dans l'ordre d'apparition, le rabbin Michael Journeau, le professeur Charles Sultan, le grand rabbin de France Raïm Corsia, M. Daniel Zaguri, médecin expert, le professeur Carole Yankou qui est là, le docteur Michael Yankou, notre Razan, alors non, je dis le docteur Zaguri, notre Razan Alain Chekoun qui est là-bas, qui fera les intermèdes musicaux. Vous allez voir, on va essayer de mettre de la culture juive aussi, et dans la culture, la musique est une part importante. Et je voulais remercier aussi tous les bénévoles, et notamment Nicole qui est là-bas, et remercier tout le comité d'organisation, c'est-à-dire Roger, Charles, Michael, voilà, des gens, et les instituts. Olivier Jonquier, qui sera tout à l'heure avec le grand rabbin Corsia. Les associations, donc le Consistoire de Montpellier, Sepharim et l'Institut Maïmonide. Remercier également Olivier Biscay et le Midi Libre qui sont co-participants. Et cet après-midi, il y aura le rédacteur en chef du Midi Libre qui animera toute l'après-midi avec le grand rabbin de France et Daniel Zaguri, et y compris dans la couverture médiatique. Il faut savoir qu'avec eux, nous avons déjà fait un hors-série. Je profite un peu pour faire un peu de commerce. Juif d'Occitanie, magnifique hors-série qui sera à la vente, évidemment, c'est pour ceux qui ne l'ont pas. Vous êtes déjà nombreux à la vente. Remercier Antoine et Perla Dagan qui est parmi nous pour la couverture de l'événement. Rome, vous remerciez cher public parce que vous êtes quand même à l'avant-garde. Ce sont les premiers colloques réorganisés après la Covid. Et vraiment, vous êtes vaillants, vous êtes courageux. N'hésitez pas à affronter un variant, peut-être qu'il y a des variants, on ne sait pas, c'est pas grave. Et je voulais remercier enfin cet amphithéâtre. Parce que cet amphithéâtre, pour moi, il est très important. C'est dans cet amphithéâtre que j'ai rencontré la femme de ma vie. Elle était assez capable de tellement. Elle est ici présente. Et donc cet amphithéâtre, j'ai mis un an, au dernier rang, j'ai mis un an pour descendre tellement j'ai fait. Et après, maintenant, je me suis assis à côté d'elle, et là, j'ai commencé un peu la conversation, mais c'était très, très compliqué. Donc, je remercie cet amphithéâtre qui a été le lieu pour moi de deux grandes passions, deux grands amours de ma vie, la médecine et ma chère épouse. Alors, pourquoi ce thème médecine et judaïsme? Alors, d'abord, il y a ce fameux panneau. Moi, je suis arrivé ici en 3e année, je venais de Paris, et je rentre dans le hall, et il y a ce panneau où je vois un quart des noms qui sont des noms de médecins juifs. Tout à l'heure, nous en serons plus Isaac Ben Abraham, Meshulam, Shem Tov, Ben Isaac, Protasus, Don Profiat. Et puis, un peu plus tard, à la Renaissance, Saporta, Nostradamus, dont on vient de redécouvrir une soixantaine de lettres qui étaient dans une collection privée depuis 300 ans. Alors après, le professeur Yankou nous en parlera. Après, il y a 3 portes d'entrée pour médecine et judaïsme. La première porte d'entrée, elle est simple. C'est l'humour. Je vais vous dire, le peuple juif est très inquiet par rapport à sa santé. Ça doit être probablement, les statistiques sont là, avec les Australiens, ce sont les 2 peuples les plus inquiets sur leur santé, les plus hypochondriaques, en termes de soins médicaux, etc. Et il y a cette fameuse phrase de Woody Allen qui dit la plus belle phrase n'est pas je t'aime, mais c'est l'humain. La deuxième porte d'entrée, c'est l'histoire. Alors c'est vrai que quand on pense à l'histoire de la médecine, et comme j'adore l'histoire de la médecine, on pense d'abord aux Grecs. Hippocrate, Érasistrate, Galien, au IIe siècle. Mais on ne pense pas vraiment au judaïsme. Parce que les premiers grands noms de médecins juifs n'apparaissent qu'au Moyen-Âge. Au IXe siècle, c'est Isaac le Juif, qui est un Égyptien. Au XIIe siècle, Maïmonide, on nous parlera Charles Sultan. Mais dans la haute, on n'en parle pas. Alors effectivement, on voit apparaître des savants juifs à partir du XIXe siècle et du XXe siècle. Et là, c'est une succession qui
innovations, découvertes. Très rapidement, la découverte des groupes sanguins, les innovations en radiologie, l'invention de l'électrocardiogramme, la chirurgie de la cataracte, la découverte de l'aspirine, l'isolement de la cortisone, de la pénicilline, la découverte de l'anesthésie locale à partir de la cocaïne, etc. De l'incubateur de bébés prématurés, les vaccins contre l'hépatite B, d'ailleurs questionné, la chimiothérapie anticancéreuse, et puis un de mes maîtres, la découverte de l'inconscient avec Sigmund Freud. Et la troisième voie, pour rentrer dans ce thème, c'est la Torah, la Bible, ce que certains appellent l'Ancien Testament. Et là, je commence à rentrer dans mes petits souliers parce que je parle sous l'autorité du grand rabbin et sous la surveillance du grand rabbin de France, parce que je vais vous citer 3 versets de la Bible qui font qu'un juif va devenir médecin. D'abord, il y a évidemment faire plaisir à sa mère. Mais ensuite, il y a 3 injonctions qui sont essentielles. Et ces 3 injonctions, on les retrouvera totalement laïcisées par les Lumières du XVIIIe siècle dans ce qui définit la République, la démocratie des pays occidentaux. La première injonction, en hébreu, c'est Ubarachta b'chaim. Tu choisiras la vie. Cité plusieurs fois, Deutéronome 30, 19. Tu choisiras la vie. À chaque fois, on doit choisir la vie. Et je le compléterai par un autre verset qui dit « Ne sois pas indifférent devant le sang de ton prochain ». C'est-à-dire qu'on est là, il y a dans un texte qui a été révélé il y a 3500 ans, devant l'assistance à personne en danger. On ne peut pas rester indifférent si quelqu'un à côté de nous souffre. La vie, c'est une valeur centrale dans le judaïsme. Ça, il faut... Et d'ailleurs, les arrière-mondes, ce qu'il y a après la mort, on en parle très peu. Vous savez, on dit toujours une religion, c'est une espérance, une croyance en ce qui est après la mort. Et bien en fait, dans le judaïsme, on en parle très peu. Et même, on appelle ça le Sheol. Et le Sheol, c'est le lieu des morts. Mais quand on regarde l'étymologie, la racine hébraïque de Sheol, ça vient de Shelah, comme la chose. Et Shelah, en hébreu, je dirais que ça veut dire la question, l'interrogation. Donc c'est dire si on est quand même très dubitatif. En parlant cet après-midi, il y aura un thème sur l'antisémitisme et j'ai retrouvé dans le procès récent de l'hypercachère la citation d'Amidi Coulibaly. Il ne s'y est pas trompé, Amidi Coulibaly, quand il a pris en otage. Il a dit « Vous les Juifs, vous aimez trop la vie. Vous pensez que c'est le plus important alors que c'est la mort qui est le plus important. » Et donc je pense que cet après-midi, nous aurons l'occasion avec Daniel Zagri de pouvoir justement parler de ces questions de vie et de mort dans l'éthique. Comme alors l'a évoqué le professeur Laval au même temps, l'éthique de vie ou de mort qui nous anime. Enfin, la deuxième injonction, l'injonction. C'est celle à la connaissance. Et là, c'est dans les proverbes de Salomon. Et ce proverbe est magnifique. Par tous les chemins connaître. C'est-à-dire dans le judaïsme, on doit tout connaître. On utilise tous les chemins pour connaître Dieu à la base, mais on peut utiliser la science, l'économie, l'agriculture, la biologie, la littérature, la poésie. Tous les chemins sont bons pour accéder à la connaissance. À tel point que, dès le IIe siècle, nous avons un Jules Ferry dans le Talmud, c'est Yehuda ben Teima. On n'en parle pas plus souvent. Yehuda ben Teima dit dans le Talmud qu'un enfant, dès l'âge de 5 ans, il doit savoir lire. Son texte est simple. À 5 ans, on doit commencer l'étude de la Torah. À 10 ans, celle de la Mishnah. À 15 ans, on aborde l'étude du Talmud. Et il est ainsi tous les âges. Et puis alors, je vais jusqu'au bout. Et à la fin, il dit, bon, à 90 ans, c'est la décrépitude. Mais il avait anticipé quelque chose, c'est-à-dire qu'en étant instruit de bonheur, on se fait ce qu'on appelle en neurosciences une réserve cognitive. Et donc la décrépitude n'apparaît que tard. La troisième injonction, pour l'injection, ça on peut se l'injecter, c'est l'amour de son prochain. Le fameux verset, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 19-18. Après repris par les chrétiens, je pense, le message chrétien a repris ce verset de la Torah. Mais il est très important parce que je crois que ce verset, c'est ce qui définit aussi un médecin. On ne peut pas être médecin sans s'intéresser à l'autre, sans être dans l'empathie à l'autre.
il y a, vous savez, la médecine, c'est pas qu'une technique. C'est pas simplement qu'une technique. La médecine, je pense qu'elle commence là où il n'y a plus rien à faire. C'est bizarre. En fait, quand la médecine est efficace, n'importe qui peut faire ce métier. Mais quand la médecine devient inefficace, alors là commence vraiment le métier de médecin, parce qu'on commence à se dépasser soi-même et à être dans la relation à l'autre. C'est là que commence le métier de médecin. Voilà, donc nous avons parcouru cette journée sur une échelle du temps. Oui, juste reviens, ces trois valeurs, injonction de la vie, injonction de la connaissance, injonction de l'amour de son prochain, on retrouve les trois valeurs dans la laïcité. 1. Les démocraties se doivent de protéger la vie, à mon avis, à l'inverse de dictature. 2. L'injonction à la connaissance, 19e siècle, Jules Ferry, instruction obligatoire. 3. L'injonction à l'amour de son prochain, en fait, ça s'appelle, sur toutes les dérives, la fraternité. Donc vous voyez combien ces valeurs extrêmement anciennes ont été reprises par la République et par les démocraties. Donc la journée sera un petit peu sur une échelle de temps. Alors, on avait voulu faire l'histoire et le passé le matin, et puis le présent et l'avenir, la politique, les problèmes actuels l'après-midi. Tout a été un petit peu chamboulé, donc ça sera un peu, comme on dit en hébreu, le balagan, en disant, mais on aime bien, on est habitué avec ça. Donc ça vous fera jongler un petit peu sur le plan psychique. Voilà, en conclusion, je vous demande aujourd'hui de suivre ces trois injonctions. D'abord, restez bien vivant toute la journée, prenez bien soin de vous, et même s'il y a beaucoup de professeurs de médecine dans l'assistance, vous êtes en de bonnes mains. Deuxièmement, une injonction à la connaissance, c'est-à-dire qu'il y a un stand de librairie, un stand avec des signatures, et puis en les conférences seront de très haut niveau. Et enfin, je crois que c'est un vrai plaisir de voir un public varié, diversifié, d'origines différentes, de confessions différentes, de valeurs différentes, tous réunis pour une même cause qui est supérieure, c'est celle de la médecine. Moi je pense, mais je pense que je suis objectif, que c'est le plus beau métier du monde. Et je pense que la mission de la médecine, c'est justement de soigner tout le monde, quelle que soit sa religion, quelle que soit la couleur de sa peau, quelles que soient ses options politiques, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa condition. La médecine, elle est au cœur de la condition humaine. Alors je terminerai juste par vive la médecine et vive la vie.